Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Bonjour Michel. Bonjour Laurence. Ravi de vous retrouver pour une heure d'échange autour de l'actualité avec votre point de vue de philosophe, mais aussi de citoyen éclairé. Et on en a bien besoin en ces temps troublés, mon cher Michel. Cette semaine, c'était stupeur et tremblement autour des questions de budget, d'économie à trouver et de hausse d'impôts si facile à dégainer. Michel Barnier a répété qu'il n'avait pas le choix tant la situation qu'il a trouvée en arrivant est catastrophique. Les oppositions montent au créneau. On verra que si les Français se serreront la ceinture, ce ne sera pas forcément le cas de tout le monde. L'Élysée et le Parlement ont obtenu une hausse de leur dotation à laquelle ils ont renoncé, finalement, face à la polémique que cela a déclenché. L'exemplarité, visiblement, ce n'est pas pour tout le monde. On va voir ce que vous en pensez. Autre sujet important, une nouvelle loi immigration est à l'étude côté gouvernement, sans doute pour pallier aux insuffisances de la précédente loi, promulguée en janvier dernier, qui a été littéralement désossée par le Conseil constitutionnel. On entendra le nouvel homme fort des sondages, Bruno Retailleau, marteler qu'il faut de la fermeté. Il réclame des mesures drastiques en la matière. La vente du Doliprane, médicament utilisé par des millions de Français, à un fonds de pension américain, cela provoque une levée de boucliers. Dans ce domaine-là, comme dans tant d'autres, il s'agit de la souveraineté française qui est remise en cause, un thème qui vous est cher, bien entendu. Voilà pour notre sommaire de Face à Michel Onfray. Michel, vous avez compris qu'il faut faire des économies ? Vous êtes prêts à vous serrer la ceinture ? Oui, moi je... Les Français aussi, hein, ils ont compris que c'était eux qui allaient se serrer la ceinture. Oui, moi je peux le faire, donc ça ne me gêne pas, mais il y a plein de Français qui ne le peuvent pas, déjà. C'est-à-dire qu'on voit des gens qui sautent des repas, on voit des gens qui ne peuvent plus acheter de viande. Moi, partout, les petits commerces autour de l'endroit où j'habite ferment les uns après les autres, parce que j'ai vu mon boucher qui est formidable l'autre jour, là, qui m'expliquait que tout s'effondrait. Il s'en sort plus, en fait. Non, il est formidable, il travaille plus de 10 heures par jour, il a une boucherie formidable, il fait des choses extraordinaires, il est jeune, et il me dit, voilà, ça va finir, c'est terminé, je ne peux plus... Mais à cause des taxes ? Oui, les taxes, essentiellement les taxes. Même chose avec le poissonnier qui est à côté, même chose avec le restaurateur qui est à côté, centre-ville de Caen. C'est-à-dire que on va demander à ces gens-là de se serrer la ceinture, les petits artisans, les commerçants, enfin les gens qui travaillent comme c'est pas possible. Moi, à chaque fois que je passe devant son magasin, il y a du monde. On se dit ça existe. Enfin, c'est une belle, c'est un beau magasin. Ça va s'effondrer et ça va continuer. Il y a eu un pâtissier qui était extraordinaire, une espèce d'institution à Caen, même chose, Stifleur, là, ça a disparu. Alors, parce qu'il y a la hausse des factures d'électricité, la hausse des taxes, etc. En tout cas, il faut faire des économies, Michel. C'est donc le nouveau slogan du gouvernement français. C'est aussi le titre du JD News. Stop au gaspillage de l'argent public. Surtout quand on sait que c'est les Français qui vont passer à la caisse. C'est un grand classique dans notre pays qui, je le rappelle, on a une petite carte et je l'explicite pour nos auditeurs. La France est le pays le plus taxé de l'OCDE. On voit que sur toute l'Europe, c'est le pays qui est déjà le plus taxé. Il y a un moment où les Français... il y a un problème de refus sur l'impôt. Oui, c'est le fameux consentement à l'impôt. Le consentement à l'impôt. Mais moi, je consens à l'impôt. Je trouve ça tout à fait normal et qu'on puisse, quand on a de l'argent, payer, ça me paraît normal. Mais je veux dire, il y a des gens qui paient et qui n'ont pas d'argent. C'est-à-dire que quand vous allez chercher de quoi vous nourrir, tout simplement, le petit déjeuner, vous allez chercher votre litre de lait, votre beurre, de quoi faire votre café, etc. Vous allez payer des taxes, vous payez des impôts déjà. C'est-à-dire que quand on est très pressurisé comme ça, on se dit mais ça devient quoi cet argent ? Où ça passe. Où ça passe, c'est ça la question. Donc après, on a une espèce de débat idéologique. La gauche dit des impôts tout le temps. Et puis la droite dit non, il faut faire des économies. On fait les deux. Couper dans les dépenses publiques. Il faut faire les deux. Et on est d'accord. Il y a juste un moment donné où on se dit, on voit bien quand même que ce sont toujours les mêmes qui s'en prennent plein la figure. Les pauvres, les gens simples, les gens modestes, les gens qui travaillent. Comme toujours. On écoute juste Michel Barnier qui était à l'Assemblée nationale et qui appelle tout le monde à la raison vu l'état dans lequel il a trouvé les finances du pays. Ce qui est vrai, M. Ciotti, c'est que ensuite, on a mal maîtrisé la sortie de crise. Et la réalité est aujourd'hui celle-là. D'ailleurs, vous avez proposé récemment une commission d'enquête qui devra déterminer les chiffres, les faits, la vérité, la dire aux Français. Mais moi, aussi longtemps que je serai à ce banc, comme le Premier ministre, le chef d'équipe d'un gouvernement, je m'en tiendrai aux faits, aux chiffres, et je dirai la vérité. Et la vérité, Michel Onfray, elle n'est pas facile à entendre pour les Français qui se disent oh, on l'a dit, on se serre la ceinture, mais de l'autre côté, l'État ne se serre pas la ceinture. Oui, ça d'abord c'est insupportable. Et l'augmentation des frais de bouche, voire éventuellement de coiffeurs pour telle ou telle personne, à l'Élysée, on se dit mais enfin c'est pas vous allez défendre. Non, parce que ça, pour le coup, c'est très clair. Emmanuel Macron fait la même chose que le général de Gaulle. Oui. Il paye tous ses frais personnels. Oui. Oui.
croquettes de chien y compris, et il les règle directement à l'État. Il y a pas de, il a pris le modèle de Gaulle que vous aimez particulièrement, Michel Onfray, et il règle absolument toutes les dépenses personnelles de transport liées à son fonctionnement avec son épouse. Donc là-dessus, il a une bonne com. Le sujet, c'est quand même que le budget de l'Élysée avait été en augmentation, et puis tout le monde a fait machine arrière en se disant, attendez, peut-être il y a un petit symbole quand même. Non mais partout, c'est-à-dire partout on peut faire des économies, et y compris même au Sénat. Je vois, c'est incroyable les salaires des gens qui travaillent au Sénat. Je vois Monsieur Larcher qui sont bien nous dire des trucs, etc. Mais on pourrait commencer par le Sénat, voire être radicalement gaulliste en disant on fait sauter le Sénat. Et puis ça pouvait se faire à une époque où le général de Gaulle. Ça amène un peu de stabilité dans notre pays, le Sénat. Quand on voit l'Assemblée nationale et cirque à l'Assemblée, Michel. La stabilité, c'est pas moi ça. Je trouve que ça amène de la sérénité. Le monsieur qui paie les croquettes de son chien, la stabilité, elle est entre ses mains. C'est-à-dire que si vraiment il décidait de la stabilité, il l'obtient immédiatement. Et s'il décidait de faire des coupes claires ou sombres, c'est comme on voudra, ici, là ou ailleurs, il le peut aussi, très précisément. Vous le savez très bien, je le dis souvent. C'est pas lui qui gouverne, c'est Michel Barnier qui gouverne maintenant. Oui, enfin, le président préside et il dit au gouvernement qui gouverne comment il doit gouverner aussi, on voit bien. C'est quand même lui qui a choisi des individus, qui en a écarté d'autres. J'ai entendu l'autre jour des bruits de couloir de gens qui font de la politique politicienne, qui ont été sollicités par machin, puis par bidule, puis par antenne, enfin bon. Non, l'économie, ça peut se faire, chacun le sait. Quand il y a un budget, il y a un moment donné, quand vous demandez aux gens de faire des économies sur le chocolat ou de faire des économies sur la viande, vous vous dites, alors on parlait même pas des vacances, il y a des gens qui ne peuvent pas envisager des vacances. Vous avez été choqué d'ailleurs qu'on ait dans les supermarchés, il y a des antivols sur le chocolat. Je vous rendez compte. Ça veut dire que les gens n'ont même pas de quoi se payer du chocolat. Ça veut dire qu'il y a ça, d'abord, oui, mais moi je sais qu'il y a cette misère, il y a cette pauvreté. Mais il y a des gens qui sont prêts à payer un dispositif pour empêcher qu'on vole le chocolat qui coûte plus cher que le chocolat. Alors que le prix des vols, enfin l'argent volé est intégré dans les prix de vente, etc. Enfin, on sait que ça fait partie du jeu. C'est-à-dire les gens n'ont pas. Enfin, quand je vois des représentants de la grande distribution aujourd'hui qui poussent des hauts cris, etc. On dit mais c'est vous aussi qui avez ça entre les mains. Il y a la possibilité de faire d'autres prix pour d'autres produits, payer les paysans. Après il y a le cours des marchés mondiaux aussi sur le cacao, sur le sucre. Oui, d'accord. Je veux bien, ça a bon dos tout ça, mais les paysans français, par exemple, c'est facile d'aller les regarder dans le blanc des yeux. On va en parler dans un instant. Avec la viande, avec le lait, avec le beurre, avec tous les produits, de dire bon, on va faire autrement. Les marges, on va les changer aussi. C'est ça, faire des économies. C'est permettre à des gens de travailler. Moi, je pense à mon boucher là. Il a envie de travailler. Il n'a pas envie de partir au chômage en disant mais c'est vrai, je vais tirer tout ça pendant 2 ans. Et puis il veut travailler. Il veut continuer à travailler 10 heures par jour. Et puis il y a le talent, il y a la compétence. C'est-à-dire quelqu'un qui découpe la viande. Il y a plein de pays où on découpe à la tronçonneuse la viande. Là, c'est un métier. C'est vraiment même un art d'une certaine manière. Il y a des meilleurs ouvriers de France en boucherie et on est en train de détruire tout ce patrimoine. Alors on va écouter quand même les Français, Michel, alors précisément sur le fait que la hausse du budget de l'Élysée et du Parlement, parce qu'il y avait aussi Sénat, Assemblée, et finalement ils ont fait une petite marche arrière en disant oui quand même c'était un symbole assez désastreux. Écoutez les réactions des Français, pleines de bon sens, sur le fait qu'ils aient renoncé à cette augmentation de budget. Et c'est une bonne chose que l'Élysée montre l'exemple, l'exemplarité, comme il disait Macron, l'exemplarité. Ah ben, pour une fois, je suis d'accord. Donc, je pense que le fait que ça a été régularisé à la baisse, ben, c'est peut-être une bonne chose aussi pour le pouvoir d'achat des Français aussi peut-être. Donc c'est bien. Je pense que c'est aussi plus de la conscience politique, je pense. C'est plus pour dire voilà, on fait un effort, donc essayez de moins vous plaindre entre guillemets. Après, est-ce que c'est vraiment ce qu'ils souhaitaient ça? Je sais pas si c'est un bon message, c'est peut-être un peu de paraître pour rassurer les gens, mais bon, je pense pas que ça va aboutir à grand-chose. C'est vraiment à la marge, ces hausses de budget, c'est quelques millions d'euros. Là, on parle de milliards d'économies à trouver, Michel Onfray. Oui, plus de 60 milliards d'économies. C'est une petite musique qu'on entend en permanence pour dire non, ne touchez pas à ça, c'est pas grand-chose, c'est une goutte d'eau. Mais il y a un moment donné où les gouttes d'eau finissent par faire déborder le vase. Donc on dit ah non, on va pas toucher à ça. Ça représente 0,03, ah ça représente 0,01, ah ben ça représente, etc. Oui, d'accord, mais c'est avec des petits chiffres qu'on additionne qu'on finit par faire des grosses sommes. Donc il y a un moment donné, on dit mais c'est drôle quand il s'agit de faire payer les plus simples ou les gens les plus simples ou les gens les plus modestes, là, il n'y a pas de problème. Quand il s'agissait jadis, je rappelle que M. Macron, qui paie ses factures, il avait à l'époque... Il paye même une taxe d'habitation à l'Élysée. J'ai tout vérifié, Michel. Oui. On ne va pas parler de l'argent qui avait disparu à l'époque où il y avait les précisions sur ce qu'étaient les fortunes des candidats. Enfin bon, souvenez-vous des 5 € qui avaient été supprimés aux étudiants dès qu'il est arrivé au pouvoir, ou presque. Sur les APL. Vous vous rendez compte, 5 €?
Là, pour le coup, la France Insoumise avait fait des choses très parlantes. C'est-à-dire, ils avaient dit, voilà ce qu'on peut acheter avec 5 €. Alors évidemment, il y avait beaucoup de pâtes, il y avait beaucoup de biscottes, il y avait beaucoup de choses comme ça. Mais simplement, on dit, mais c'est tout ce qu'ils ont trouvé à faire. C'est-à-dire dire, on pourra peut-être augmenter le budget de l'Élysée, puis de l'autre côté, on pourrait peut-être taper les étudiants en leur prenant 5 €. Et parmi les pistes d'économie, il y a aussi la question des APL qui revient. Bien sûr. Les retraités, vous vous rendez compte, les gens qui ont passé leur vie à payer les retraites. Sur l'inflation. Voilà. Ouais, et puis après, toute l'économie d'une espèce de solidarité planétaire qui est quand même assez problématique. On est sur CNews et Europe 1 avec Michel Onfray. Michel, un petit mot des agriculteurs, parce que vous en avez parlé. Leur colère repart, ça y est. Ils se sentent trahis. Plus de 8 mois après la grande crise qui les a vus descendre dans les grandes villes avec leurs tracteurs. Depuis quelques jours, les jeunes agriculteurs enlèvent les panneaux des villes de France pour les remplacer par d'autres. À l'époque, ils les avaient renversés pour dire on marche sur la tête, il y a 8 mois. Là, ils les mélangent, histoire de dire, voilà, encore une fois, on est perdu, vous nous avez trahis. Écoutez quelques témoignages. On est plutôt, avec les aléas climatiques, plutôt dans un enchaînement de mauvaises années avec des prix qui ne viennent pas compenser les mauvaises années. Nos politiques sont pas sourds, mais n'ont pas les réponses et font rien pour que ça s'améliore. On pourrait comparer l'agriculture à une vieille bâtisse en ruine. Une vieille bâtisse que les différents gouvernements depuis plusieurs décennies ont regardé s'effondrer en ne colmatant que quelques brèches de temps en temps. Aujourd'hui, le toit est par terre, il pleut à l'intérieur, c'est plus possible d'y vivre et à chaque crise, à chaque tempête, un grand mur menace de s'effondrer. C'est une très belle image qu'utilise cet agriculteur. Le toit est par terre, il pleut à l'intérieur. C'est ça, aujourd'hui, l'agriculture française, qui était la fierté, évidemment, de notre pays. Oui, mais si on veut prendre un peu de hauteur sur ce sujet-là, on voit bien comment le gouvernement essaie de gagner du temps, parce qu'en fait, ce qu'ils veulent, je le dis depuis très longtemps, mais c'est la destruction de la paysannerie française, pour la remplacer par une industrialisation de l'alimentation. C'est-à-dire, aujourd'hui, on s'en va vers des grandes entreprises, on va faire de telle sorte que la viande ne soit plus produite avec des animaux, puisqu'on a même les écologistes qui nous disent « Ah, mais les gaz d'échappement des vaches, c'est problématique. Ah, mais... » Les gaz d'échappement, j'aime bien comme vous le dites. Ah oui. soyons l'eau qui est nécessaire, etc. Enfin, il y a des faux chiffres qui sont donnés pour nous dire, vous avez vu un petit peu les problèmes, ces paysans, dès qu'ils utilisent un produit qu'on peut utiliser dans d'autres pays d'ailleurs, et ça gêne pas l'Europe d'importer des produits qui ont été fabriqués avec des produits toxiques. Mais évidemment qu'il y a un moment donné où on va avoir des grandes entreprises, où on va cloner de la viande, on n'aura plus besoin de ces paysans. Donc globalement... Mais vous pensez vraiment que l'État veut l'éradication de la paysannerie française ? Oui, je pense que l'État aujourd'hui... Pourtant, c'est ce qui fait vivre nos territoires. Non, c'est pas... Ils sont... c'est eux qui entretiennent les paysages, ceux qui sont au cœur de notre pays. Mais je veux dire que la France n'existe plus depuis 1992, c'est l'Europe, et c'est un projet de l'Europe. C'est un projet de l'Europe d'industrialiser l'agriculture, ils vont pas le dire clairement. Sinon, vous êtes visible, vous êtes lisible, vous êtes attaquable. Donc, ils vont expliquer que, bien sûr, l'immigration est un problème, bien sûr, la paysannerie telle qu'elle est. Mais non, ils en veulent de l'immigration. Ils en ont besoin, ça fait partie de leur logiciel. Ils veulent effectivement... Capitalistique. Oui, bien sûr. Le capitalisme, dans sa formule libérale, c'est pas tant le capitalisme. La production des richesses par la rareté, c'est vieux comme le monde, et ça va durer autant que les hommes. Simplement le libéralisme, c'est-à-dire le marché qui fait la loi. On ne peut pas dire d'un côté le marché va faire la loi et partout sur la planète, sauf en Europe où les paysans français n'auront pas droit de ceci, n'auront pas droit de cela. C'est-à-dire que vous avez des gens aujourd'hui qui peuvent faire des délits de fuite dans les banlieues avec des voitures et on fait savoir qu'il ne faut pas leur courir après parce qu'on risque de générer des accidents. Et puis vous avez des paysans qui se font traîner au tribunal parce qu'ils ont mal taillé les haies, pas taillé ou trop taillé ou taillé les haies dans des dates qui ne sont pas les bonnes dates parce qu'il faudrait préserver les lapins d'ici, les cailles ici et puis les escargots ailleurs. Donc il y a un moment donné où on se dit le problème il est quand même très visible. Il suffit juste de dire ce que disait, j'aime pas beaucoup les grossièretés, mais ce que disait le Pompidou, arrêtez d'emmerder les paysans, laissez-les travailler, laissez-les produire. Il parlait des Français, il disait qu'il faut arrêter d'emmerder les Français. Les paysans sont des Français aussi. Ah mais bien sûr. Et là pour le coup, laissez-les travailler, ils font un travail incroyable, ils travaillent 12 heures par jour, ils prennent pas de vacances, pas de week-end. Oui. Et ils sont sur le pont tout le temps, c'est-à-dire le jour de Noël ils travaillent, le 31 décembre ils travaillent, enfin il y a un moment donné il faut arrêter. Ils sont pas aux 35 heures nos agriculteurs, ça on est bien d'accord. 35 heures sur 3 jours, sur 2 jours. Mais il y a un moment donné où il faut dire non, on va être de leur côté, et si on est de leur côté, pour le coup on fait des choses. Mais il y a eu Gabriel Attal, il y a l'espèce de jurisprudence de la botte de foin où il arrive et puis dit je vais faire ceci, je vais faire cela, on va en reparler, etc. Et ils ont l'impression d'avoir été floués. Mais ils l'ont été. Pour quelle raison il s'agissait de faire de telle sorte que le salon de l'agriculture puisse avoir lieu avec la FNSEA qui pilote. Ça avait été très compliqué pour Emmanuel Macron. Oui, non, mais il a eu lieu, le salon de l'agriculture. Il a eu lieu, mais il aurait pu ne pas avoir lieu parce que ça aurait pu être totalement bloqué. Alors après, effectivement, on a vu ce qui s'était passé, mais il a acheté une espèce de paix sociale là aussi en disant on en reparlera, et on n'en parle évidemment pas. Donc ils ont bien raison de reprendre le tracteur.
Autre sujet, Michel Onfray, sur le devant de l'actualité, c'est l'immigration. Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, a confirmé le projet d'une nouvelle loi qui viendrait à l'étude début 2025. Un texte qui reprendrait les grandes lignes de la loi qui a été votée l'an dernier et censurée en grande partie par le Conseil constitutionnel. On a beaucoup d'exemples de ce qui se passe en Europe, parce qu'il y a des pays qui ont décidé d'envoyer des signaux très clairs. L'Italie envoie des signaux. L'Allemagne a fermé une partie de ses frontières. La Pologne aussi, avec Donald Tusk, pourtant consensuel, ancien président du Conseil européen, a décidé carrément de s'asseoir sur le droit d'asile. Donc on voit que ça bouge partout en Europe et que la France, elle, n'envoie pas de signaux extrêmement fermes. On va juste écouter Bruno Retailleau qui estime que les Français veulent de la fermeté en cette matière. Au niveau européen, on est tous alignés. Il y a un très grand consensus parce que les peuples, le peuple français, mais aussi les peuples européens, nous demandent de reprendre le contrôle, un contrôle qui nous a échappé. L'Italie a obtenu des résultats, moins 64% de flux irréguliers. Et ce n'est pas l'Italie toute seule qui l'a obtenu. C'est grâce à des accords que l'Union européenne avait passés avec la Tunisie et avec l'Égypte. Ce que l'Union européenne a fait avec ces deux pays-là, pourquoi est-ce que la France, on ne le ferait pas avec d'autres pays ? Bien entendu. Il faut, là encore, agir avec une très forte résolution et ne pas craindre, évidemment, les polémiques qu'il peut y avoir par ailleurs. Voilà pour Bruno Retailleau, Michel Onfray. 75% des Français, dans un sondage CSA pour CNews, Europe 1, le JDD, pensent que la France doit durcir sa politique d'immigration. C'est en augmentation par rapport à l'année 2022. On est à plus 5%. Là-dessus, Bruno Retailleau, il est vraiment en phase avec ce que souhaite le pays ? Ah oui, lui, il l'est. Simplement, il n'est pas tout seul. Vous avez vu comment il est flanqué d'un ministre de la Justice qui, lui, bosse pour le syndicat de la magistrature et d'un Macron qui, lui, est plutôt du côté de son ministre de la Justice que du côté de M. Retailleau. D'une part, et puis d'autre part, je redis que la logique européenne, elle est plutôt dans la poudre aux yeux. Oui, les Allemands ont repris le contrôle de leurs frontières, mais on a vu sur CNews même 4 ou 5 gendarmes qui étaient là et qui laissaient passer les voitures et les camions. C'est-à-dire, c'est ça, reprendre le contrôle. Donc, on contrôle plutôt les bus et les trains que les voitures. Oui, mais de temps en temps, on arrête des gens, vous avez vu, on contrôle. C'est aléatoire, on peut pas, parce qu'on n'a pas les moyens. Il n'y a pas je sais pas si c'est la gendarmerie ou les douanes, mais enfin, il n'y a plus de personnel de douane, de toute façon, je pense pas, donc ça doit être la gendarmerie. Il n'y a pas assez de gendarmes pour arrêter tout le monde. Vous parlez côté français ou côté allemand ? Là, c'était côté allemand, pour ce que j'ai vu, par ailleurs. Donc, on fait des effets d'annonce. Et puis, une loi en plus, mais il y a trop de lois. Je me souviens que j'avais rencontré Nicolas Sarkozy pour Philosophie Magazine, alors qu'il était ministre de l'Intérieur, et qu'il m'avait dit, mais moi, donc j'arriverai au pouvoir, il y a trop de lois en France. Et il faudrait en supprimer plein. Il avait raison. Je ne parle pas de ce qu'il a fait ou de ce qu'il n'a pas fait, mais je veux dire qu'il y a une espèce de... Je crois que là, ce sera la 31e loi sur le sujet en 20 ans. Voilà, mais ça sert à rien, les lois, si on n'a pas les moyens de les faire appliquer. Donc vous dites, il y a une loi, formidable, il y a quelqu'un qui va être content, parce qu'il est peut-être M. Retailleau, mais parce que la loi portera son nom, et après, est-ce qu'elle sera appliquée ? On voit bien que la loi, c'est ce qu'on en fait. C'est pas une idée, la loi. La loi, c'est ce que les juges vont en faire. C'est ce que les gens qui sont au syndicat de la magistrature vont en faire. C'est-à-dire pas grand-chose. Et comme il y a cette idéologie aussi bien en Europe que dans les postes essentiels où l'intelligence fonctionne, où l'état profond fonctionne, c'est-à-dire la justice, la recherche, l'université ou ce genre de choses, les médias, évidemment, sauf CNews, mais je dirais, il y a un moment donné où on voit bien qu'un texte de plus, si c'est pas pour être appliqué, à quoi bon perdre du temps et d'énergie pour des plans ? On n'a plus envie de plans. Je pense même d'ailleurs que je suis pas juriste, mais qu'on a un arsenal qui est déjà suffisant. On n'a pas besoin de perdre du temps à faire des navettes, des allers, des retours, des textes. On a changé la virgule, on a mis au conditionnel quelque chose qui était au futur. On a fait un grand travail parlementaire. On a juste envie que les textes soient appliqués. Moi, je pense que si on appliquait simplement ce qui existe déjà, ce serait déjà pas mal. Simplement les reconduites aux frontières, les obligations de quitter le territoire. C'est une obligation qui n'oblige à rien, puisque je crois Manuel Valls a dit oui, mais enfin, ils peuvent rester quand ils sont obligés de quitter le territoire, ils ont le droit de rester tout de même. C'était la circulaire. Oui, donc il y a un moment donné où on se dit à quoi bon des textes qui amendent des textes, et puis un coup à droite, puis un coup à gauche. Donc tout est affaire de volonté politique, parce qu'on voit l'Italie avec Giorgia Meloni, qui était tellement décriée quand elle est arrivée au pouvoir, qui a envoyé un message à la fois très ferme en disant on peut pas accueillir tout le monde, et en même temps elle régularise une partie des immigrés légaux sur son sol, parce qu'elle a besoin d'une immigration de travail. Bien sûr, c'est ce que je dis quand je fais savoir que l'Europe a besoin de l'immigration. C'est pour ça qu'elle fait semblant, dire oh là là, il va falloir que ceci, il va falloir que cela. Mais pourquoi est-ce que le MEDEF pense la même chose que la France insoumise ? Pourquoi est-ce que le MEDEF pense exactement la même chose que le nouveau Front Populaire ? C'est quand même étonnant. Il y a un moment donné, on devrait se dire... Je ne sais pas, c'est M. Roux de Bézieux qui est toujours le patron du MEDEF. Non, le nouveau patron du MEDEF pense la même chose que M. Mélenchon. Il y a un moment donné, on devrait s'interroger.
ça fait tomber, ça fait chuter le travail, ça fait chuter les salaires des gens simples et des gens modestes à qui on dit « Ah, mais cher monsieur, si vous n'êtes pas content, il y a des gens qui sont prêts à travailler pour beaucoup moins cher que ça. » Les gens disent « Bah d'accord, très bien. » Donc ça fait s'effondrer le travail, ça fait s'effondrer le moral. Et il y a un moment donné, il faut arrêter aussi de laisser croire qu'on peut fonctionner longtemps comme ça. Bon, allez, on va faire une toute petite pause, Michel, dans cette... Oui. Allez-y, terminez. Oui, on a encore une petite minute. Ce qu'il faut faire, c'est restaurer l'État. L'État est un État failli. C'est-à-dire que quand le général de Gaulle arrive au pouvoir en 1946, vous voyez dans quel État est l'État. Eh bien, il restaure l'État. Qui veut restaurer aujourd'hui l'État ? Nous sommes, la logique maastrichtienne, c'est le dépérissement de l'État. Logique marxiste. C'est pour ça que Mélenchon et le MEDEF s'entendent. C'est une logique marxiste, dépérissement de l'État. Si c'est pas l'État qui fait la loi, c'est le marché qui fait la loi. Et le marché fait la loi comme le renard fait la loi dans le poulailler. C'est vous savez, le renard libre dans le poulailler libre. Est-ce que c'est ça qu'on veut ? Si on veut l'État, on remet l'État en place. Ils ne veulent pas de l'État. Ce sont des libertariens, ce sont des libéraux, ce sont des gens qui détestent l'État. Et c'est là qu'il faudrait qu'on restaure un État en disant non, la voix de l'État doit être entendue. Alors pour ce faire, c'est police, justice et des fonctionnaires qui font véritablement un travail. Pas des fonctionnaires qui ont peur de faire leur travail. Et puis à un moment donné, avec l'idéologisation, on doit pouvoir se poser cette question. Qui juge les juges ? Personne. Alors on va faire justement le lien pour la deuxième partie de Face à Michel Onfray. Vous parlez des fonctionnaires qui ont peur. Les professeurs, les enseignants font partie de cette catégorie-là, qui ont peur. Il y a eu plusieurs hommages rendus cette semaine, d'une part à Dominique Bernard, professeur assassiné à Arras, et à Samuel Paty, qui a été assassiné il y a 4 ans à Conflans-Sainte-Honorine. On entendra sa sœur, Michaëlle Paty, qui était notre invitée cette semaine. À tout de suite. Et on se retrouve dans la seconde partie de Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Michel, on va évoquer ces hommages qui ont été rendus à 2 professeurs assassinés, Dominique Bernard à Arras, Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine, à l'heure justement où certains enseignants, beaucoup d'entre eux, viennent travailler la boule au ventre par peur d'être agressés, violentés. On a eu un exemple encore à Tourcoing la semaine dernière, on l'a évoqué, une enseignante frappée parce qu'elle demandait à une élève de retirer le voile qu'elle portait dans l'enceinte scolaire. Et puis on va se poser la question de savoir si c'est bien la laïcité qui est le sujet et le problème. On écoute d'abord un témoignage que j'ai trouvé très fort, bouleversant. C'est Michaëlle Paty, la sœur de Samuel Paty, qui était notre invitée cette semaine. Écoutez ce qu'elle dit. Il n'y a jamais eu de surveillance du collège, il n'y a jamais eu de patrouille d'organisée, et vraisemblablement, personne n'a été sous écoute. On a vendu à mon frère l'idée qu'il était protégé. Et que, de ce biais-là, il a continué d'aller au collège. Mais je pense aussi qu'il a continué d'y aller jusqu'au bout, parce que si de lui-même, il se mettait en arrêt maladie, c'était à montrer à tout le monde qu'effectivement, c'est lui qui avait eu tort. Ça allait avoir un effet contre-productif par rapport à une situation qui, pour lui, était en train d'être traitée, alors que, véritablement, rien n'était en train d'être traité pour lui. Voilà, Michaëlle Paty, qui dit que l'État français n'a pas protégé son frère. Vous partagez ce constat ? Mais oui, bien sûr, elle a totalement raison. Et c'est comme ça depuis très longtemps. C'est-à-dire que il y a le désir de ne pas faire parler de soi quand on est dans un collège ou dans un lycée. Si vous faites parler de vous dans la presse locale en disant qu'il y a eu un problème, ça remonte au rectorat et votre plan de carrière, il est mort. Oui, vous êtes saqué. C'est terminé pour un proviseur. Les enseignants, c'est exactement la même chose. Puis après, vous avez des syndicats. Je ne parlerai pas des personnes, parce qu'on serait obligé de dire que parfois des gens ont été victimes de ce qu'ils enseignaient eux-mêmes. C'est-à-dire on ne peut pas non plus enseigner le vivre ensemble ceci, le vivre ensemble cela, et on sait ce que ça veut dire, le vivre ensemble. Donc il y a un moment donné où on sait très bien que les enseignants ne sont pas soutenus par leur hiérarchie, et que on dit ça ne va pas durer. Mais ils ne se soutiennent pas entre eux, parce qu'on rappelle qu'à Tourcoing, une partie des professeurs a soutenu l'élève qui a agressé la professeure. Tout le monde a peur. C'est ça le problème, c'est-à-dire tout le monde a peur. On a peur pour sa carrière quand on est proviseur, on a peur de ce que vont penser les collègues, on va dire mais quoi, t'es un facho toi, tu es un lepéniste, tu veux quoi, qu'on puisse être autoritaire avec un élève, mais enfin l'autorité c'est le fascisme, donc tu es Adolf Hitler, t'es pétiniste, vous dites dans une salle des profs, si vous avez des collègues qui vous traitent comme ça, vous gardez ça pour vous ne dites rien et vous dites je vais laisser faire, et puis voilà, et puis un jour effectivement il se passe des choses et on dit, alors quand je dis des choses c'est des gifles, des insultes, des crachats. Vous vous rendez compte, il y a quand même une cérémonie qui est facultative. Oui. En hommage à ces professeurs, c'était facultatif. Que ça pouvait se faire, par exemple, sous le général de Gaulle en disant le 11 novembre. Par peur qu'il y ait des incidents, par peur qu'on interrompe l'hommage. Et après, on dit il y a eu 78 problèmes. On dit 78 incidents avec des gens qui ont choisi de faire des célébrations, quand dans d'autres endroits, il n'y a pas eu de célébration, parce qu'on aurait mis 2 ou 3 zéros au problème. Donc on le sait très bien, là aussi, qu'il n'y a pas d'État, que l'État ne soutient pas ses enseignants, que dans la hiérarchie,
hiérarchie, étymologiquement, c'était le pouvoir du sacré. Il n'y a plus de sacré, il n'y a plus de pouvoir, et aujourd'hui, c'est le pouvoir partout. C'est-à-dire, ces gens qui ne veulent pas de pouvoir laissent le pouvoir de la jungle. Est-ce qu'il vaut mieux une hiérarchie dans laquelle on dira le professeur sera soutenu devant les élèves, et le proviseur sera soutenu par le rectorat, et le ministre soutiendra le proviseur ou les gens du rectorat, etc., etc. On dit, voilà, il y a une hiérarchie dans laquelle on dit, mais on fait corps. Il n'est pas question que la rue fasse la loi. On voit bien que c'est la rue qui fait la loi ici. On voit que Emmanuel Macron ne va pas, par exemple, dans la manifestation contre l'antisémitisme parce qu'il a peur de la rue. Les enseignants ont peur de la rue. Les gens qui dirigent les établissements scolaires, ils ont peur de la rue. Et ils ont peur qu'un parent arrive en disant « mais t'es quoi toi ?» Et puis il arrive avec un couteau, il dit « moi je veux pas de problème, donc j'ai juste envie de partir à la retraite tranquillement ». La fameuse expression « pas de vague » est assez juste. Et on voit bien, par exemple, quand vous prenez l'archipel du Goulag de Solzhenitsyn, quand il fait l'analyse, 3 gros volumes pour nous expliquer comment fonctionne l'Union soviétique, c'est ça. Il dit pas, il y a une espèce de gros machin comme ça. C'est la même chose avec Lanzmann quand il fait son film magnifique Shoah, où il nous dit c'est une petite chose, plus une petite chose, et puis d'un seul coup on appelle ça la Shoah, quoi. On dit, moi j'ai juste conduit un train, moi j'ai juste ouvert un aiguillage, moi j'ai juste ouvert une porte, moi j'ai juste fait descendre des gens du train, moi j'ai juste fait rentrer des gens dans un autre endroit, moi je savais pas que, et puis après on m'a dit, il y a ça, c'est des cadavres, j'ai fait un trou pour les mettre, mais j'ai fait rien du tout, moi je suis coupable de rien, responsable de rien. C'est la somme de ces petites négligences qui va faire une grosse monstruosité. Et là effectivement, il y a une espèce de responsabilité en permanence, pas de l'État. J'ai vu cette dame, l'épouse d'un gendarme, qui dit l'État a tué mon mari. Je comprends sa peine, cette dame. Mais c'est pas vraiment l'État, c'est tout le monde, c'est tous ceux qui n'ont rien dit, rien fait. C'est la question de la résistance et de la collaboration. Michel Onfray, est-ce que là on est sur un sujet de laïcité ? Est-ce que c'est ça le sujet central ou pas ? C'est autre chose selon vous ? D'abord, la laïcité a une histoire. Et la laïcité, elle a une histoire qui n'est pas la même dans une civilisation judéo-chrétienne et dans une civilisation musulmane. Civilisation judéo-chrétienne, elle se construit sur une Bible qui est construite avec un Ancien et un Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, on a les évangiles. Dans les évangiles, on a la parole d'évangile, on a la parole de Jésus qui dit il faut rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. C'est-à-dire qu'on a une vraie séparation possible. C'est pas Jésus qui invente la laïcité. Enfin, disons que ceux qui combattent le christianisme s'empareront de cette phrase de Jésus pour inventer une laïcité qui permet de dire c'est une affaire privée et personnelle, la religion et la foi, sur le terrain de la République. Vous gardez ça pour vous, on ne veut pas savoir si vous êtes juif, si vous êtes chrétien, si vous êtes, etc. etc. Dans le texte sacré de l'islam, qui est le Coran, on peut ajouter la charia, on peut ajouter les hadiths du prophète, on peut ajouter la sira, qui est la biographie du prophète. Il n'y a pas de place pour la laïcité. Il n'y a pas de place pour la laïcité. Ça s'appelle la théocratie. En l'étymologie, théo-Dieu, cratie, le pouvoir de Dieu. C'est-à-dire qu'en politique, le pouvoir revient à Dieu. Dans la démocratie, démos, c'est le peuple et le pouvoir du peuple. Dans la République, la chose est publique. Dans la République et la démocratie, c'est le peuple qui est souverain. Il y a Dieu, mais Dieu, il reste là où il est. Il ne nous embête pas. Il a été puissant un temps, quand il y avait une théocratie chrétienne. Et la théocratie chrétienne, elle disparaît en 1792 avec la décapitation du roi, et Louis XVI, et avec l'instauration de la République. Il n'est pas possible d'envisager la laïcité dans un texte qui nous dit que tout est parole de Dieu. C'est-à-dire la politique, c'est Dieu. La charia, c'est quoi ? C'est la parole de Dieu. C'est la parole du prophète qui reprend la parole de Dieu. Donc c'est assez difficile de reprendre la question de la laïcité, qui est devenue une espèce de mot valise et passe-partout. Voyons du côté de Napoléon. Napoléon, quand il a permis de résoudre la question juive, si on peut le dire aussi de cette manière-là, il l'a fait parce qu'il y avait un État fort, évidemment, avec Napoléon. Il y aurait aujourd'hui la possibilité de dire nous allons fabriquer des interlocuteurs. C'est pas la même chose d'avoir l'imam Chalgouni, qui était une formidable personne, et puis d'avoir des gens qui pensent qu'en égorgeant quelqu'un, on va aller au paradis. Et il faudrait que l'islam puisse avoir un interlocuteur. Je sais bien qu'il y a des sunnites, je sais bien qu'il y a des chiites, je sais bien qu'il y a des gens qui s'inspirent du Maroc, d'autres de l'Algérie, certains du Qatar, etc. Mais ça, c'est le travail d'un chef de l'État. Donc je me souviens quand le président Sarkozy avait été élu, il avait toute une théorie sur les deux rives de la Méditerranée. Il avait travaillé ça avec Henri Guénaud, et j'avais eu l'occasion de poser quelques questions à Henri Guénaud sur ce sujet-là. Mais ça, c'est une question beaucoup plus générale. Quand la Turquie a voulu entrer dans l'Europe et qu'on lui a refusé, moi j'étais pas pour qu'elle entre en Europe, mais je pense qu'elle aurait pu fonctionner comme un partenaire européen en disant mais vous êtes l'entrée sur l'Orient et l'Occident, le point de passage, et à ce moment-là on va refaire un Maghreb à partir d'une Turquie qui pourrait rester un peu kémaliste, c'est-à-dire laïque. Il y a une laïcité en Turquie et n'existe plus, et c'était un travail à faire pour qu'on n'en arrive pas à ça aujourd'hui. Quel chef de l'État pourrait le faire aujourd'hui ? Sûrement pas Emmanuel Macron, mais un chef de l'État qui aurait vraiment une dimension civilisationnelle dirait, alors pas avec la Turquie aujourd'hui, probablement avec le Maroc. Je pense que le Maroc pourrait jouer ce rôle-là.
mais en disant, avec l'actuel roi qui est le commandeur des croyants, et il y aurait la possibilité de refédérer un Maghreb, de refédérer un islam et de peser dans une relation avec l'Europe. Ça, c'est un grand projet de société, de civilisation pour un chef de l'État. C'est pas du tout, je vais choisir un ministre, et puis je vais choisir un Premier ministre, je vais mettre X temps pour le choisir. Quand la politique c'est devenu ça, c'est pas très intéressant. Un dernier mot, Michel, sur ces hommages aux professeurs assassinés. J'aimerais qu'on écoute le maire d'Arras, qui a pris la parole après l'hommage pour Dominique Bernard. Il a cité Saint-Exupéry, avec une phrase très intéressante. J'aimerais que vous la commentiez ensuite. On l'écoute. Je terminerai par cette phrase de Saint-Exupéry qui donnera le ton des prochains mois. Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. Vive l'école, vive la vie, vive la République et vive la France. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que la différence nous enrichit, Michel Onfray? On a vraiment l'impression qu'il y a un type qui écrit des discours, il a pris un dictionnaire des citations, il a cherché différence, et puis oui, maintenant vous avez raison, c'est sur Wikipédia, on tape différence, puis on a 10 personnes qui ont dit ceci, alors il y a des proches, il y a Colu, il y a cette phrase de Saint-Exupéry, elle n'est pas du tout... Elle est détournée, là? Mais ça veut dire quoi, la différence? La différence m'enrichit, mon frère. Mais c'est quoi la différence? Voilà des gens, je ne sais pas qui est ce monsieur, je ne parle pas de lui, hein. Mais voilà des gens, tous ceux qui nous parlent de différence disent les 10 millions de gens qui ont voté pour Marine Le Pen, on n'en veut pas. Et ce sont des gens qui nous parlent de tolérance, de respect, la différence, etc. Mais c'est quoi la différence? C'est comme la gauche quand elle nous dit, après Sartre, il faut penser contre soi-même. Jamais elle pense contre elle-même, la gauche. Moi, je suis de gauche et je pense contre moi-même. Alors là, ça va pas du tout quand vous pensez contre vous-même dans ces cas-là et que vous dites, ça marche pas. Même si on est de gauche. Eh ben, si on est de gauche, disons que la gauche s'est trompée sur ce sujet. Ah ben non, la gauche, elle a toujours évidemment raison. Et là, on joue du violon à tous les sens du terme. Pour moi, c'était un... Et c'est très noble de jouer du violon. Oui, vous avez raison. En l'occurrence, c'était du violoncelle, si je me souviens bien, et de la harpe. Oui. Et c'est formidable, mais pour moi, c'était un hommage privé. Ça peut pas être un hommage public et républicain. Les poèmes, la dame qui peint, je ne parle pas de la peinture, hein, mais la musique qui était très belle, les interprètes qui étaient très belles, les voix, et tout ça était formidable. Mais c'était un hommage privé. Je ne suis pas sûr qu'on avait besoin d'un hommage privé. Vous imaginez le discours d'un général de Gaulle dans un lieu comme celui-ci? Peut-être. Sûrement pas de la harpe et des petits oiseaux et des cheveux bleu, blanc, rouge. On est face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Michel, on va garder un tout petit peu de temps parce que je voudrais qu'on parle vraiment du Doliprane. C'est extrêmement symbolique à mes yeux à propos des questions de souveraineté qu'on évoque souvent. Il y a eu l'annonce par Sanofi de la vente à 50% de cette filiale qui fabrique un médicament antidouleur que nous connaissons tous. Ça pose évidemment la question parce que c'est vendu à un fonds de pension américain et non pas un fonds de pension européen ou français. On va écouter juste quelques salariés des usines de Lisieux et de Compiègne qui assurent la production du Doliprane, qui sont évidemment extrêmement inquiets et qui sont en grève. On se souvient tous de la belle partie Covid qui s'est passée il y a quelques années, hein, où tous les salariés de l'usine, tout le monde en fait est venu travailler tous les jours. Et là, en gros, le remerciement que l'on a, c'est de se retrouver vendu à un fonds de pension américain. C'est invraisemblable finalement de se dire qu'on n'a pas tiré les leçons de la crise Covid et qu'on peut laisser faire ce genre de choses comme ça parce que c'est des grands groupes. Ils doivent aussi rendre des comptes, je pense. Céder ainsi ce médicament, encore une fois, qui est le fleuron français, le céder à des investisseurs étrangers ne nous rassure pas du tout, car nous n'avons aucune garantie à moyen ou long terme du maintien de cette production. Pour les interrogations, l'inquiétude des salariés, il y a de grandes déclarations des présidents de Sanofi, de l'État qui dit mais non, ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. On n'a tiré aucune leçon véritablement de ce qui s'est passé pendant la période Covid, Michel Onfray. Mais là encore, je vous dis, ça fait partie de l'idéologie européiste et maastrichtienne. Il s'agit de travailler au fonds de pension américain plutôt que de travailler au porte-monnaie des salariés qui ont tous raison. Et les syndicalistes, ils ont tous raison. Souvenez-vous, on avait parlé de Duralex il y a quelques temps. Exactement. Moi, je suis pas économiste, mais on pourrait presque lancer une souscription nationale pour racheter cette chose-là en disant, mais nationaliser, il n'y a plus d'argent, donc je vois pas comment on pourrait nationaliser. Mais de dire, mais après tout, sur le principe de la coopérative, faisons une espèce de grand geste national. Vous savez, des fois en France, on a une peinture fabuleuse et il faut l'acheter et on dit, et les Français se mobilisent. Les Français se mobilisent et on trouve de l'argent pour acheter des belles peintures qui peuvent rester en France. Il y a un moment donné où économiquement, là, je fais le naïf, il faudrait que je m'en entretienne avec des mais la Sanofi, c'est quand même très gros. Hein. Oui, mais moi, je suis sûr que des gens donneraient beaucoup d'argent et que
qu'on pourrait peut-être même faire ça de manière européenne pour créer une espèce de coopérative, de mutualiser tout ça. Enfin, j'en sais rien, mais je pense qu'on plutôt que de dire on prend, on garde, on jette, on vend, on peut penser dans une autre logique. Et comment est-ce qu'on pourrait faire pour permettre aux salariés, parce que le Doliprane, j'en ai encore pris ce matin, tout le monde en prend. Je crois qu'il y a le Malox, il y a un certain nombre de produits dont tout le monde fait une utilisation abondante avec les problèmes que nous avons, les santé, etc. On devrait pouvoir dire non, c'est pas possible. Cette souveraineté, il faut qu'elle reste en France, il faut qu'elle reste chez les ouvriers qui savent faire et produire. Et on doit pouvoir imaginer d'autres formules que de dire nous allons permettre à des Américains de pouvoir avoir de l'argent. Alors évidemment, quand vous êtes dans un fonds de pension, vous dites mais moi je veux que ça marche. Donc le problème, c'est pas de savoir s'il y a une souveraineté nationale, je ne sais quoi. Là, on fait semblant de nous dire, mais oui, mais enfin, on va leur dire, quand on va leur vendre, vous n'aurez pas le droit de ceci, vous n'aurez pas le droit de cela. Ils vont dire, oui, d'accord, bien sûr. Et puis dans 3 ans, ils vont dire, ah bah oui, mais enfin, bon, on est en faillite ici, c'est pas possible, ailleurs, on est obligé de redévelopper ailleurs, on va produire ça, je sais pas où, en Pologne, ou éventuellement dans un pays du Maghreb, et puis après, il se sera passé quoi? Rien. Les gens auront été grugés sur plusieurs années. Je ne crois pas, et je pense que les salariés, les syndicalistes non plus, ils ont raison, je ne crois pas à l'État. Je ne crois pas à ceux qui sont maastrichtiens, qui s'en viennent de toute façon dans cette logique-là, faire de telle sorte qu'il faut effectivement marcher avec les États-Unis et permettre aux fonds de pension de fonctionner sur le dos des ouvriers, des travailleurs, des employés. Si on veut vraiment de la souveraineté nationale que fait Montebourg, qui n'a pas été capable d'aller jusqu'au bout de son idée, mais qui lui défendait cette idée du souverainisme national, etc., et là il y aurait quelque chose à faire. Une espèce de grand mouvement populaire en disant allez, devenez propriétaires de Doliprane. De ces entreprises, de ces entreprises. Rachetons-les. Et je ne sais pas si c'est faisable ou envisageable, mais je pense qu'un économiste pourrait dire on ferait la tort parce que 2 points, etc. Ils auraient raison. Hein. Mais je pense que ce sont des pistes qu'on n'envisage pas, parce que comme avec Duralex, qui eux montrent que la solution autogestionnaire, la solution girondine, la solution ouvrière, elle existe, plutôt que de se dire on va se passer le ballon pour que des gens puissent faire d'immenses bénéfices sur le dos des Français, sur la santé des. Mais ça veut dire, Michel Onfray, qu'on assiste en fait au dépeçage de tous les pans de la souveraineté de la France, qu'il soit économique, social, en matière d'immigration, je dirais les bijoux de famille, si on peut se permettre l'expression. Souvenez-vous qu'à une époque, on a quand même vendu les autoroutes. C'est formidable. On est sûr que l'argent rentre et on s'en va vendre ça à des privés. On se dit, mais il se passe quoi? Parce que l'argent a besoin de faire l'État avait besoin de faire rentrer de l'argent dans les caisses. Oui, mais on sait que l'argent peut aussi rentrer quand on entretient les autoroutes et que ça reste une propriété nationale. Moi, je suis pour certaines nationalisations, si c'est possible ou si c'est pensable, parce que c'est le souverainisme. Et à un moment donné, on dit, mais sinon, c'est une arme de guerre. On est entre les mains d'un pays qui dira non, je ne vous donne pas du Doliprane. C'est terminé. Non, vous n'aurez pas de Malox. Ou non, vous n'aurez pas tel ou tel produit. C'est comme quand on vend notre technologie nucléaire aux États-Unis. C'est quand on vend notre technologie aussi militaire à d'autres pays. Il y a un moment donné, on se dit, mais c'est quand même pas possible. C'est comme quand on a envie de prêter la bombe atomique aux Allemands. Souvenez-vous, Emmanuel Macron disait on pourrait peut-être ça vous avait choqué, vous m'en parlez souvent. Oui, mais vous vous rendez compte, le général de Gaulle fait ça pour qu'il y ait une souveraineté nationale, et d'un seul coup on dit mais la souveraineté on la partage tous ensemble. Ça veut dire quoi? Que les Allemands peuvent pas être nos ennemis, mais d'une certaine manière ils le sont depuis des années. Donc quand il s'agit économiquement en tout cas, de viser leurs intérêts, et ils ont raison. Ils ont raison, les Allemands, de faire défendent leurs intérêts. Mais absolument, ils ont raison de faire ce qu'ils font. Il y a demi économique, entendons-nous bien. Hein. C'est un grand peuple, c'est une grande civilisation, c'est une grande culture. Hein. Mais ils ont compris effectivement que s'il s'agissait de permettre la souveraineté nationale allemande, ça passait avant l'Europe. Et ils ont bien raison. Et nous avons tort de ne pas faire comme eux. Merci beaucoup, Michel Onfray, pour cette très belle heure passée en votre compagnie sur CNews et sur Europe 1. On se retrouve la semaine prochaine.